Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus. Avec un œil affûté, il décortique et questionne le 7e art. Entre chroniques, analyses et interviews sur sa chaîne YouTube, Sofiane fait son cinéma et réinvente la critique loin des salles obscures. Il est notre influenceur du jour et son portrait est à découvrir dans un instant. Et puis quand on parle d'écran justement, dans le débat public, on parle souvent des effets négatifs et ils existent puisque selon l'INSEE, 57% des moins de 20 ans se disent en ressentir au moins un effet dans leur vie quotidienne. Mais le problème est-il l'écran lui-même ou la manière dont on l'utilise? Peut-on sortir du face-à-face interdiction et laisser faire? Optimiste mais lucide, notre invité du jour défend une approche nuancée et cet invité, c'est Eve Bétache. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre addictologue et créatrice de l'application Gifted. On va découvrir tout ça ensemble dans un instant, bien sûr, mais d'abord place au focus. Aujourd'hui, cap sur l'univers d'un amoureux du cinéma, pas comme les autres. Il s'appelle Sofiane, il détourne les grands classiques à sa sauce et fait rire ainsi des millions d'internautes. Entre doublage parodique, analyse décalée et amour du 7e art, il est notre focus du jour présenté aujourd'hui par Dylan Coller. Alright, c'est parti. Allez, on fait un tour du côté du 7e art avec Sofiane, de son vrai nom Sofiane Boudouni, le cinéphile ultra connecté du YouTube francophone. Depuis la création de sa chaîne en 2012, Sofiane partage sa passion. Acteur, réalisateur et vidéaste, ce Nîmois de 30 ans sait de quoi il parle. Depuis tout jeune, il s'exprime aussi bien devant que derrière la caméra. Mais c'est à la suite d'un concept novateur qu'il se fait vraiment connaître. Revisiter les grands classiques du cinéma avec des doublages complètement décalés. Résultat, des millions de vues, des fous rires et une communauté fidèle. Aujourd'hui, on va doubler avec Seb. Attends, faut que je explique le concept. Ah, pour tous ceux qui n'ont jamais vu ça? Mais oui. Ah, ouais, vas-y. Le concept, il est très simple. On va prendre le film, on va couper le son et on va doubler par-dessus, mais en impro. Rien n'est préparé, rien n'est écrit. Donc on va dire un peu des bêtises. Pardonnez-nous pour ça. Après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais Harry Potter 4 de la même manière. Et... Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Désolé. Fallait pas, faut partir. Avec plus de 2 300 000 abonnés à ce jour, des collaborations avec les grands noms du web et une énergie débordante, Sofiane est définitivement le prof de cinéma que l'on rêverait tous d'avoir. Mais attention, son contenu se veut également bien plus instructif. Une grande majorité de ses vidéos est également dédiée à la technique. Il décortique les effets spéciaux, explique les bruitages, démonte les clichés hollywoodiens, le tout avec clarté et beaucoup d'autodérision. Et pour garder le lien avec sa communauté, des tournois interactifs de films et personnages cultes. À vous de voter, à lui de les commenter. C'est parti, on commence tout de suite avec le premier duel. On est au premier tour et au premier tour, on retrouve deux acteurs incroyables. Ça commence très fort. Brad Pitt qui tombe face à Al Pacino. Mais non. Brad Pitt, Al Pacino. En vrai, est-ce qu'il y a vraiment débat? Bah si, il y a débat quand même, il y a débat de ouf. Brad Pitt, gros. Ouais, Brad Pitt, mais bon, Al Pacino, la légende. Al Pacino, Serpico, Le Parrain. Moi, je dirais Al Pacino. Les amis, vous avez voté et en effet, vous avez préféré Brad Pitt. Mais non. Putain, Brad Pitt, waouh. Vous l'aurez compris, avec Sofiane, le cinéma devient une affaire sérieuse. Alors si vous aimez les films, les fous rires et les formats malins, vous avez trouvé la personne à suivre pour découvrir le vaste monde du cinéma comme vous ne l'avez jamais vu. Allez, maintenant, on va parler de notre rapport aux écrans. Alors que les parents modernes sont régulièrement culpabilisés pour le temps d'écran de leurs enfants, dans le même temps, les initiatives politiques se multiplient pour encadrer les usages. Mais au-delà des règles et des interdictions, avec notre invité du jour, nous allons nous interroger sur comment construire un rapport apaisé au numérique, comment responsabiliser aussi les plus jeunes et surtout comment préserver ou renforcer le lien même à travers les écrans. C'est tout de suite dans le talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Eve Bétache, psychiatre, addictologue et également créatrice d'une application qui s'appelle Gifted. Alors Eve, je vous propose de commencer avec quelques chiffres, puisque selon les dernières données publiques, plus d'un enfant sur deux âgé de 3 à 5 ans passe plus d'1 heure derrière un écran par jour. Et chez les 9-11 ans, eh bien, ça va passer cette fois-ci à 2 heures quotidiennes. Autrement dit, ça commence très tôt. Et par ailleurs, la question des écrans ne concerne donc plus uniquement les adolescents. Alors, selon vous, est-ce que ces chiffres, ils traduisent plutôt une transformation culturelle inévitable ou bien un véritable problème ?
Alors, je crois que les chiffres que vous citez, finalement, est-ce qu'ils sont vraiment beaucoup plus élevés en termes de temps d'écran que ce qu'on vivait dans les années 80-90? On passait, je pense, à l'époque j'étais enfant, 1 à 2 heures devant la télé tous les jours. Donc, je crois que c'est vraiment les usages qui ont changé. Et pas tant le rapport, enfin pas tant l'écran en lui-même, et ça il faut vraiment faire une distinction entre l'écran qu'on a tendance à diaboliser. Et donc je voudrais commencer vraiment cette émission par essayer de déculpabiliser les parents. Si vous laissez votre enfant 1 heure dans la journée devant une émission intéressante, devant un Disney, devant un dessin animé qui va stimuler son imaginaire, qui va aussi pouvoir lui apprendre du vocabulaire, que c'est une activité qui est partagée avec ses frères et sœurs ou avec vous, ou même que vous le laissez devant parce que vous avez autre chose à faire, parler avec votre conjoint, je sais pas, appeler vos parents, vos amis. Enfin, on a tous dans notre vie d'adultes et de parents effrénés besoin de temps aussi pour nous. Il n'y a absolument rien de dramatique et ça ne va rien faire au cerveau de vos enfants de le laisser 1 heure devant un contenu intéressant. Et donc, effectivement, ça va être tout l'enjeu de cette émission, de parler non pas du support, mais plutôt de ce qu'on va faire avec ce support. Alors, on dit souvent que ce qui importe, effectivement, ça n'est pas tellement le temps d'écran. C'est vrai aussi à ces âges-là, quand on est aussi jeune? Alors, les études démontrent vraiment qu'avant 3 ans, il peut effectivement y avoir des troubles, donc c'est formellement déconseillé. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de l'écran. Encore une fois, c'est pas la télévision, c'est pas forcément l'ordinateur sur lequel on passe tous nos journées et qui n'entraîne pour nous aucun déficit cognitif ou quoi que ce soit d'autre. Ce qui est gênant dans les écrans, ça va être surtout les plateformes qui vont utiliser le fameux mécanisme qu'on appelle de captation de l'attention. Donc tout ce qui est réseaux sociaux, avec les algorithmes. C'est surtout les réseaux sociaux, les jeux en ligne, ça va être YouTube, ça va être Netflix. Pourquoi ? Parce que on le sait maintenant, et c'est très important d'en informer le grand public. C'est un travail qui a été mené aux États-Unis par Tristan Harris, qui travaillait chez Google et qui a étudié à Stanford et qui a fini par quitter Google parce qu'il s'est rendu compte que il y avait en fait dans le design de ces plateformes une manière intentionnelle en fait de créer des addictions auprès des utilisateurs à des fins commerciales, tout simplement. Plus l'utilisateur reste sur la plateforme, plus il va consommer de la publicité, plus la plateforme est rentable. Et comme les plateformes sont gratuites, il n'y a aucune friction à l'entrée pour qu'on puisse s'inscrire sur la plateforme. Et donc en fait, on monétise notre temps, notre attention et la qualité de nos liens. Voilà. Et justement, vous avez employé un terme qui est important, c'est celui d'addiction, des mécanismes qui entraînent l'addiction. Et ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui de vous avoir en plateau, c'est que justement, vous êtes psychiatre, addictologue. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas posé ce mot d'addiction sur justement les écrans comme on a pu le faire pour, par exemple, l'alcool ou même les jeux d'argent. Est-ce que ça veut dire que l'addiction, elle n'existe pas en tant que telle? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore posé de terme médical là-dessus? Alors là, vous posez un vrai sujet qui est délicat et je vais essayer de vous répondre alors à la fois techniquement, mais pour que ce soit compréhensible. Les addictions, alors elles sont définies dans les classifications psychiatriques. Au niveau international, il y en a 2. Il y a celle qu'on appelle DSM, qui est la classification américaine, et vous avez la CIM, la classification internationale des maladies. Jusqu'en 2013, donc jusqu'à la 4e version, DSM-4, on n'avait que des addictions aux substances, donc l'alcool, les drogues, le cannabis, etc. À partir du DSM-5, 5e version, 2013, on a l'introduction d'une première addiction comportementale, qui est effectivement celle des jeux d'argent. En 2000, donc le DSM-5 court encore, c'est celui qu'on utilise encore. Et effectivement, en 2019, la classification internationale des maladies, la CIM, sort sa 11e version, où elle décrit une addiction aux jeux vidéo. Donc la seconde addiction comportementale.
Et effectivement, la question se pose au niveau des réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que finalement, entre le moment où cliniquement on voyait arriver de toute évidence au cabinet des patients, au cabinet, à l'hôpital, partout, des patients qui avaient une addiction au jeu d'argent, et 2013 où c'est inscrit dans les classifications, il s'est passé plusieurs décennies. Entre le moment aussi où, en 2019, on voit apparaître l'addiction aux jeux vidéo, ça faisait depuis les années 2000, en fait, depuis surtout l'apparition des jeux en ligne, Warcraft, etc., on savait que ces addictions existaient. Donc, actuellement, ça n'est pas inscrit dans les classifications, ça n'est pas vraiment démontré dans les études, mais est-ce que c'est parce que les études sont actuellement uniquement transversales et pas suffisamment longitudinales pour pouvoir démontrer une relation qui serait vraiment une relation de causalité et pas seulement une relation de corrélation comme actuellement c'est le cas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de preuves scientifiques sur le fait que, par exemple, les réseaux sociaux vont activer les mêmes circuits, finalement, que les substances addictives comme l'alcool ou, effectivement, quand on parle d'écran, de jeux vidéo. Alors, c'est intéressant. Disons que ça va activer les mêmes circuits, c'est-à-dire ce qu'on appelle le circuit de la récompense, qui sont en fait... je vais essayer de vous illustrer ça de manière un peu simple. C'est en fait une sorte de circuit qu'on a dans le cerveau, de circuit neuronal. Imaginez un circuit de petit train avec plusieurs gares, vous voyez, et imaginez que chaque rail, c'est en fait des neurones, des faisceaux de neurones qui vont donc d'une gare à une autre, et puis qu'elles vont transporter donc des petits wagons qui sont ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, et en l'occurrence, c'est la dopamine, en fait, qui va circuler donc à travers les neurones d'une gare à l'autre. Au niveau de la gare, c'est ce qu'on appelle la synapse. C'est là où finalement les passagers vont monter ou descendre. Et donc il se passe plein de trucs et beaucoup de régulation en fait au niveau de chaque gare. La substance, si vous voulez, elle va agir directement sur les flux de passagers. C'est-à-dire, c'est comme si vous imaginez un contrôleur qui va se mettre en fait devant le train et qui va dire non, toute la dopamine, vous restez dans le train et vous ne sortez plus. Donc il va y avoir énormément de dopamine. Le circuit de la récompense va être saturé. Ça, c'est dans le cas de substance. Ça, c'est dans le cas de substance. On va dire que dans le cas des addictions comportementales, ça va plus être une voix qu'on va entendre dans la gare et qui va vous dire « Attention, il serait bien que les petites dopamines, qu'aucune dopamine ne descende. » C'est-à-dire qu'il y a un facteur un peu plus indirect, disons des facteurs plus émotionnels et cognitifs qui vont venir activer le circuit de la récompense, alors que dans le cas de la substance, c'est la substance elle-même qui vient directement au niveau du circuit le mettre en route. Donc des mécanismes qui sont un petit peu différents. Et donc, voilà, donc ça induit qu'il y a quand même beaucoup moins de taux de dopamine dans les addictions comportementales que dans les addictions avec substance. Mais alors, est-ce que finalement les enfants, parce que c'est quand même le sujet de notre émission, eux sont peut-être plus sujets à des mécanismes, plus sujets à être sensibles à des mécanismes addictifs? Oui, alors ils le sont complètement, parce que, alors dans ce circuit de la récompense, en fait, il y a des structures qui vont apparaître tôt dans le développement du cerveau de l'enfant et d'autres plus complexes qui vont apparaître plus tard. Celles qui vont apparaître tôt, c'est ce qu'on appelle les structures limbiques, c'est-à-dire celles qui vont déterminer la régulation émotionnelle, l'impulsivité, la tolérance à la frustration. C'est pour ça que les enfants sont moins patients, plus dynamiques, moins tolérants à la frustration, etc. Les organes qui vont venir réguler, contrôler, ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur, tous ces effets du système limbique, ces organes de contrôle sont au niveau du cortex préfrontal, dans des zones plus élaborées, plus cognitives, qui sont plus en lien avec la pensée logique qu'avec l'émotion. Ces structures, elles vont se développer beaucoup plus tard et elles vont se développer jusque très tard, jusqu'à même 22-25 ans. Donc effectivement, l'enfant va être plus sensible aux mécanismes addictifs que l'adulte. Et justement, on va continuer à en parler en seconde partie d'émission, notamment parce qu'on va parler des réseaux sociaux et de la législation qui avance tout doucement. Mais d'abord, cap sur la planète tech.
Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est la sélection de Dylan Coller. Oh, man. De retour sur le plateau de l'école du futur, toujours en compagnie de mon invité, bien évidemment, FB Tache, qui est psychiatre, addictologue et également créatrice d'une application qui s'appelle Gifted. On va continuer à en parler tout de suite en seconde partie d'émission. Alors Ève, avant de parler de votre application, on va continuer à décrypter un petit peu ensemble les conséquences de la consommation d'écran, de la manière dont on les utilise auprès de nos enfants. Avant de partir en pause, vous nous avez expliqué qu'effectivement, les enfants étaient plus sensibles dans la construction de leur cerveau aux mécanismes addictifs. Mais alors, quels sont, selon vous, aujourd'hui, les plus grands risques d'un usage déraisonné des écrans pour les enfants et les adolescents ? Bon, c'est une grande question. Je dirais que les risques qui sont à la fois physiques et psychiques. Dans les risques somatiques, on va noter en premier lieu des troubles du sommeil. Souvent, les adolescents vont utiliser les écrans le soir, voire se réveillent la nuit. Donc, c'est vraiment le trouble le plus caractérisé qu'on décrit. Il y a aussi des troubles de la vision. Et puis, il y a les troubles qui sont liés à la sédentarité, tout ce qui peut être cardiovasculaire, l'obésité, des problèmes au niveau des muscles, etc. Donc, tout ça, ça va être les troubles physiques. Et puis, évidemment, dans les troubles psychiques, il y en a de nombreux. On pense au premier lieu. Et alors, c'est toujours lié à cette fameuse économie de l'attention. Hein. Il faut bien comprendre que tout est lié à ça. Encore une fois, ce n'est pas le réseau social en lui-même qui pourrait être, s'il était conçu de manière éthique, de manière responsable, de manière éducative, ça pourrait être un outil formidable et ça pourrait être un outil de partage vraiment très, très utile pour les jeunes. Tel qu'il est pensé actuellement, ce n'est pas le cas, parce qu'encore une fois, il est intentionnellement pensé pour faire en sorte que les jeunes passent leur vie en fait dessus et deviennent l'objet commercial des grands géants du numérique. Rappelez-moi votre... Et avec du coup, quelles conséquences pour les plus jeunes ? Vous nous avez parlé des conséquences sur le plan physiologique. Est-ce qu'on a des conséquences sur le plan psychologique ? Alors, elles sont importantes. Cette captation de l'attention, elle va quand même occasionner évidemment des troubles de l'apprentissage, des troubles attentionnels, parce que, alors, encore une fois, c'est pas démontré. On a démontré des corrélations, on n'a pas démontré de lien de causalité. Néanmoins, quand vous regardez en permanence des formats qui sont courts,
sur lesquels le zapping est très simple. Ces méthodes de scroll infini où il n'y a aucune limite. C'est difficile ensuite de demander à un enfant de se concentrer à l'école sur des formats qui sont statiques, sur des temps longs. La lecture, c'est un temps d'apprentissage qui est long, qui va durer des mois. Les horaires de cours, c'est souvent 1 heure, 1 heure et demie. Donc c'est vrai qu'au niveau de ce qui est requis scolairement pour les enfants, c'est quand même assez néfaste pour leur attention. Et puis, il y a toutes les problématiques de cyberharcèlement, que ce soit les prédateurs qui vont venir en ligne, c'est quelque chose de très dangereux, que ce soit les jeunes qui vont faire exactement des harcèlements en meute, qui vont amplifier le problème, parce que si un enfant est harcelé à l'école, au moins chez lui, il a un petit peu une safe zone dans laquelle il peut se reposer. Là, avec les réseaux sociaux, c'est plus le cas. Le soir, la nuit, il est en permanence exposé à son risque. Il y a le risque de contenu inapproprié, évidemment. Et puis, vous le disiez, tout ce qui est trouble identitaire, un peu trouble narcissique, en fait, on va énormément valoriser l'image, des images qui sont souvent idéalisées, qui sont assez conformes. Et finalement, on ne pousse pas du tout les jeunes à s'individualiser, à se définir en fait leur personnalité en fonction d'eux-mêmes, en fonction de ce qu'ils sont. On les aide pas à devenir eux-mêmes, à devenir soi, à créer un chemin vers soi. En fait, on leur apprend à se conformer et à être très déstabilisés s'ils ne sont pas exactement conformes à ce qu'on attend d'eux. Globalement, c'est très délétère tel que c'est fait maintenant, pas le réseau social en lui-même. Alors, pour rappel, justement, pour les réseaux sociaux, le gouvernement s'est saisi du sujet, puisque le 26 janvier, une proposition de loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été votée à l'Assemblée nationale. Est-ce que, selon vous, interdire pour protéger, c'est la bonne solution, notamment dans le cadre de votre expertise? Est-ce que la privation pure, ça fonctionne, ou est-ce que ça peut, au contraire, renforcer l'attrait pour l'objet interdit, finalement? Encore une fois, tels qu'ils sont conçus, intentionnellement néfastes. Je pense que les parents étaient très démunis sans qu'il y ait une intervention du gouvernement qui légifère. Donc 15 ans, c'est la majorité numérique en France. Il y a eu une commission écran qui s'est réunie en 2024, qui a rendu un rapport en 2025. Donc c'est un comité de 10 experts très expérimentés, qui ont effectivement émis cette recommandation d'éviter les écrans avant 15 ans. À mon sens, dans l'état actuel des choses et dans la mesure où on n'arrive pas à établir un lien de communication avec les géants du numérique, que leur puissance financière est telle qu'on ne peut pas réussir pour l'instant à leur faire changer leur modalité de design de ces plateformes et leur modèle économique, tant qu'il n'y a pas derrière ces plateformes des gens responsables et éthiques, malheureusement, on est effectivement obligé de passer par l'interdiction, même si ça n'est pas très satisfaisant. Je dirais que pour moi, le principal bémol que je mettrais à cette interdiction, c'est que le débat au niveau public n'a pas assez eu lieu. Il a eu lieu au niveau de cette commission d'écran, et il a eu lieu entre experts, entre neurologues, psychologues, psychiatres, scientifiques, chercheurs, etc., enseignants bien sûr. Je pense qu'il a manqué au niveau citoyen. Et là où je vais vous dire, ça m'inquiète beaucoup, c'est que si on est passé à côté de ce débat sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas pu protéger à temps, et qu'on finit par interdire les réseaux sociaux, quelque part, on a interdit les réseaux sociaux, ça va leur faire un peu de peine 1 an, et puis ça va passer, ça n'a strictement, pour vous répondre, aucune conséquence addictologique, ils vont pas être en syndrome de sevrage et en mourir. Néanmoins, par rapport à l'intelligence artificielle, je trouve que ce défaut d'intelligence collective devrait vraiment nous questionner.
Parce que l'intelligence artificielle, on ne pourra pas appuyer comme ça sur le bouton et l'interdire. Et ses dangers sont beaucoup plus importants. Et ses bénéfices beaucoup plus puissants aussi. Hein. C'est toujours un équilibre. Et ça, malheureusement, ça pourrait faire le sujet de toute une émission, mais ce sera l'occasion de vous revoir pour en reparler. Par ailleurs, j'aimerais quand même qu'on termine cette émission sur une note un petit peu positive, parce que pour l'instant, on a abordé tous les côtés négatifs des écrans. Mais vous êtes persuadé quand même qu'en utilisant bien les écrans, ça peut être vecteur de très belles choses. Et notamment, vous défendez le fait que le plus important, c'est le lien. Vous nous en dites un peu plus? Alors c'est ça, c'est là où j'en veux beaucoup aux plateformes, c'est qu'en fait, elles viennent nous voler ce temps de lien qui est tellement essentiel et tellement fondamental pour notre construction psychique. Si vous regardez dans la rue ou sur les terrasses, vous voyez toutes les personnes qui sont avec leur appareil concentrées, isolées et qui ne se parlent plus. Et c'est d'autant plus grave quand il s'agit d'éducation, quand il s'agit de transmission, quand la mère avec son bébé, on va dire, vous savez, dans les fameux 1000 premiers jours qui sont tellement importants pour la construction de l'enfant, quand cette mère ne transmet plus à son enfant, à travers son regard, à travers son sourire, son expression émotionnelle, un ensemble de valeurs, parce qu'elle est rivée sur son écran, là, il y a vraiment quelque chose de fondamental qui se perd. Ça c'est ce qui m'inquiète beaucoup, effectivement, que le lien humain se dégrade et s'altère. Et alors justement, vous, pour éviter que les écrans ne soient source que de problèmes, vous avez lancé une application qui s'appelle Gifted. Alors je vous laisse peut-être nous présenter en quelques mots le projet. C'est un petit teasing, hein, je vous annonce d'ores et déjà, puisqu'on aura l'occasion justement de vous retrouver sur ce plateau pour en parler. Mais donnez-nous quand même quelques petites informations. Avec plaisir. Effectivement, moi, c'est vraiment le sujet de la qualité du lien et de la construction de la qualité du lien entre parents et enfants qui est importante pour moi. Donc, j'ai essayé de réfléchir à une application digitale qui diminue les contraintes qui vont venir altérer la qualité du lien et qui, au contraire, valorise les temps qui vont la renforcer. Alors, les contraintes, c'est évidemment le tunnel du soir, toutes les injonctions qu'on doit formuler à nos enfants. Ça va être les images qui passaient tout à l'heure, c'est va te brosser les dents, range ta chambre, fais tes devoirs, etc. Quand c'est un petit animal dans un décor superbe, donc un avatar choisi par l'enfant qui va donner ses injonctions, l'enfant va les respecter beaucoup plus facilement parce que c'est joli, parce que le décor lui plaît, parce que c'est ludique, parce que les musiques sont sympas, les sons sont chouettes et qu'il gagne des points, etc. Et avec ces points, en fait, donc on a appelé Gift Points, il va gagner des moments de partage avec son parent. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que c'est des moments de partage qui sont sans écran, où le parent va vraiment consacrer son temps, son attention, son énergie à créer du lien avec l'enfant. Et donc, il y a un petit, algorithme de recommandation qui va vous faire un moment de partage complètement sur mesure en fonction des goûts de l'enfant, en fonction des valeurs aussi que le parent a envie de transmettre à travers cette activité. Et donc, il vous sort une toute belle activité ludique complètement sur mesure, très très chouette. Et voilà. Et moi, je le pratique avec mes enfants et puis avec quelques enfants qui testent l'application en ce moment et c'est super. Bon, écoutez, on vous recevra avec plaisir sur le plateau pour en reparler. Hein. C'est un projet à suivre et surtout, le plus bel exemple, c'est que c'est un projet que vous avez créé avec votre fille qui est toute jeune et qu'on aura le plaisir, elle aussi, de recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Eve Bétache, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes psychiatre, addictologue et surtout créatrice de Gifted. Merci aussi aux équipes en régie et à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission, mais surtout merci à vous, comme toujours, de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec grand plaisir à 12h30, toujours sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.